Bonjour Caroline Bruckner, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice RSE du groupe Colgate-Palmolive pour la France, la Belgique, les Pays-Bas, un groupe que vous connaissez bien, je crois que ça fait plus de 20 ans que vous y travaillez. C'est toujours une question que je me pose et que je pose souvent à mes invités. Depuis quand les enjeux RSE sont devenus stratégiques ? Ça fait plus de 20 ans que le groupe s'attache à avoir des engagements environnementaux et sociétaux. Et la feuille de route a été redéfinie en 2020 pour des objectifs à 2025, 2030 et 2040. Et la mission même de l'entreprise, je vais vous la donner puisque ça fait partie de ces engagements. Nous sommes une entreprise innovante, en croissance, qui imagine un avenir plus sain pour les individus et pour la planète. Ouais. Cette mission, elle a été définie récemment ? Elle a été redéfinie en rajoutant la planète, effectivement, dans cette mission, alors même que les engagements étaient déjà là depuis plus de 30 depuis plus de 20 ans. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a eu souvent des directions RSE qui n'étaient pas des directions à part entière, qui étaient rattachées à la com, par exemple, etc. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est devenu un axe stratégique du groupe ? On a une structure à part entière RSE qui reporte au siège, puisque le Colgate-Palmolive est une entreprise américaine. Donc on a une équipe dédiée à ces sujets, encore une fois, depuis plus de 20 ans. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est mon poste. Effectivement, vous l'avez dit, ça fait 20 ans que je travaille chez Colgate-Palmolive et j'ai senti l'importance de prendre la parole sur ces sujets il y a un peu plus de 3 ans. Et donc j'ai proposé de créer ce poste RSE pour la France et le Benelux afin de partager en interne, mais évidemment aussi en externe, ce que le groupe faisait de façon plutôt discrète jusqu'à présent. Et ça répondait effectivement à cette nouvelle feuille de route, donc c'était le timing parfait pour créer ce poste et donc faire connaître nos engagements. Faire partager ces enjeux. Le plus visible par les consommateurs, évidemment, ce sont les emballages. Quelles actions vous avez menées et vous menez pour réduire l'impact de vos emballages ? Alors, on suit très logiquement la règle des 3 R, donc de réduire, réutiliser et recycler. On a des objectifs très précis à horizon 2025, à savoir d'avoir 100% de nos emballages recyclables, réutilisables ou compostables. En France, on en est déjà à 87% des produits qui ont été commercialisés en 2022 qui ont un emballage recyclable. Donc, on n'est pas loin des objectifs de 2025. Nous réduisons aussi les emballages dès que possible. On a un objectif de 25% de plastique, de réduction de quantité de plastique à horizon 2025. On en est déjà à 22% au niveau européen. Ça suppose pas mal d'innovation, de recherche et développement pour proposer un tube de dentifrice en plastique recyclable, par exemple. Alors, effectivement, ça a nécessité 5 ans de recherche et développement et près de 5 ans aussi de déploiement dans le monde, puisque la marque Colgate est très très forte dans le monde. Près de 6 foyers sur 10 dans le monde ont le dentifrice Colgate. Donc, ça nécessite, ce sont évidemment des milliards de dentifrices qui sont commercialisés et donc plusieurs usines qu'il faut adapter. Pourquoi c'est si compliqué ? Il y a des enjeux d'hygiène qui sont évidents, qui sont intrinsèques à une entreprise comme Colgate. Parce que je me dis, pourquoi 5 ans pour créer un tube en plastique recyclable ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des enjeux de sécurité. Il faut que la formule reste protégée. Mais aussi, c'est une formule qui est aqueuse, sans être complètement liquide. Donc, il faut aussi garder une certaine souplesse du tube, qui était compliqué de garder jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était de l'aluminium et du plastique. Et donc, il a fallu passer justement sur du monomatériau, tout en gardant les propriétés de sécurité et d'usage du tube de dentifrice pour en extraire la pâte. Avec une démarche que je trouve intéressante, c'est en open source ? Exactement. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, effectivement, c'est assez surprenant, surtout venant d'une entreprise américaine. On peut se poser la question. Et en fait, j'en reviens à notre responsabilité mondiale. 6 foyers sur 10 ont un dentifrice Colgate. C'était pour nous important donc évidemment de l'utiliser sur l'ensemble de nos marques et de nos produits, mais aussi de le rendre disponible, puisque notre objectif, et il est tous commun, c'est d'avoir plus d'emballages recyclables. Cela va faciliter aussi les centres de collecte et de gestion des déchets, si tous les dentifrices ont une technologie semblable, pour effectivement pouvoir les capter et ensuite pouvoir les recycler. C'est pas possible d'utiliser un autre matériau que le plastique ? Je vous titille un peu, parce que j'imagine que vous posez la question aussi. Effectivement, c'est un énorme défi. Tant qu'on reste sur une formule avec une pâte, avec du liquide dedans, un peu de c'est compliqué de sortir complètement du plastique. On teste des dentifrices solides.
Mais voilà, c'est un acte, un geste très différent pour le consommateur. Oui, j'ai testé, c'est pas exactement c'est pas si simple. Alors, le dentifrice Colgate est un petit peu plus confortable à utiliser que certaines autres offres du marché. Néanmoins, on est en test effectivement sur cette forme de produit, parce que c'est du tout évident de faire. Sur les ingrédients de vos produits maintenant, vous affichez toujours plus d'origine naturelle. Ça veut dire quoi déjà, quand on parle d'un ingrédient d'origine naturelle? Alors c'est vrai qu'on ne met pas forcément en conflit les produits de synthèse et les ingrédients naturels. Néanmoins, il y a un certain nombre de consommateurs qui sont attachés à ce que les produits soient naturels. C'est simplement qu'ils ont nécessité moins de transformation par rapport à leur forme d'origine. C'est ça que ça veut dire principalement. Nous, notre priorité malgré tout, c'est d'avoir des formules sûres, efficaces et agréable à utiliser. Et donc nous utilisons et nous mentionnons le taux d'ingrédients naturels, même si ce n'est pas forcément notre priorité d'arriver à 100% d'ingrédients naturels. À partir du moment où il faut que ce soit sûr et efficace. On parlait d'innovation. Il y a par exemple sur le marché des adoucissants, j'ai vu ça en préparant l'émission, évidemment, des tablettes solides prédosées. Alors là aussi, c'est à la fois de l'innovation technologique et puis c'est du mindset, quoi. C'est changer nos habitudes. Oui, on a trop tendance à surdoser les lessives et les adoucissants dans les machines. Même s'il y a marqué toutes les instructions d'usage sur le flacon, on verse directement la bouteille. Donc c'est dans cette logique de donner la juste quantité de produit qu'on a réfléchi ces doses de soupline. Tout en ayant aussi le bénéfice de réduire la quantité d'emballage que nous avons, la quantité de plastique utilisée, puisque du coup, ça vient dans des sachets qui sont plus petits que les flacons habituels, et donc ça allège le transport et ça réduit la quantité de plastique utilisée. C'est une première génération. Les produits vendus en France, ils sont fabriqués où ? Alors, nous avons une logique industrielle de région. Donc, nous avons des usines qui sont spécialisées sur certaines catégories de produits. 57% des ventes que nous faisons en France viennent de France. Et c'est principalement sur les produits d'entretien, puisque nous avons une usine à Compiègne et une autre à Rieux, près de Lyon, qui est dédiée à produire les produits d'entretien pour le marché européen. Ces usines, vous les avez vues, vous les avez faites évoluer depuis quelques années pour réduire leur impact? Alors celle de Compiègne existe depuis les années 50, mais évidemment elle a énormément évolué depuis les années 50. On a des objectifs très stricts puisque nous sommes engagés sur la neutralité carbone à 2040 et ça passe évidemment par nos usines. Alors si on rentre dans le détail, ça veut dire, je ne sais pas, par exemple sur la gestion des déchets, sur la circularité, enfin bon, il y a tellement de défis à relever quand on a une usine. Alors d'ici 2025, nous avons l'objectif d'avoir 100% d'énergie renouvelable dans nos usines. Nous sommes à 50% au niveau européen en ce moment. Nous avons aussi la certification True Zero Waste, qui est une certification internationale qui mesure la quantité de déchets que nous faisons et ensuite nous la réduisons. Et les déchets qui restent doivent être réutilisables, compostables ou recyclables. Et donc cette certification est déjà mise en place sur nos usines en Europe, donc celle de Compiègne en France, mais aussi celle en Pologne et en Italie. Ça veut dire produire moins de volume de déchets et mieux les réemployer. C'est deux leviers qu'on active en même temps, c'est ça? Exactement. Et comprendre aussi quels sont tous nos déchets. Donc il y a d'abord tout un travail pendant plus d'1 an et demi de compréhension de quels sont les déchets qu'on a et quels sont ceux qui peuvent être substituables, réduits et comment est-ce qu'on peut les recycler. Le troisième objectif derrière les usines, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est d'être net zero water. Oui, donc la gestion de l'eau. Exactement. Et donc de ne rendre à la collectivité la même quantité d'eau que ce qu'on a pu extraire en amont dans nos usines. Donc ça suppose des investissements, ça suppose de créer des circuits qui n'existaient pas auparavant, c'est ça? Pour l'eau, par exemple? Oui, c'est réfléchir effectivement la façon dont on utilise l'eau. Alors on pourrait penser que c'est beaucoup dans les produits, puisque nous avons beaucoup de produits liquides, les Ajax Cleaners par exemple. Mais c'est en fait l'eau est principalement utilisée pour refroidir les circuits, pour nettoyer les cuves, etc. Donc voilà, c'est réfléchir à notre façon d'utiliser l'eau et comment est-ce qu'on peut réduire cette quantité. Je voudrais qu'on termine en parlant du rôle, peut-être on va dire rôle social de l'entreprise, avec notamment ce que vous appelez la mission handicap. C'est quoi la mission handicap? Alors, on a créé la mission handicap il y a un peu plus de 2 ans, en partant du constat qu'on était très en retard sur l'employabilité des personnes en situation de handicap chez Colgate, et donc par rapport à la loi française qui impose depuis les années 90 6% de la masse salariale qui doit avoir le statut RQTH, reconnaissance des qualités de travailleurs handicapés.
Et donc, on a fait appel à des volontaires dans l'entreprise, donc 6 collaborateurs, dont j'en fais partie. Ça, c'était plus à titre personnel que je souhaitais faire partie de la mission handicap. Ouais. Et notre mission, c'est principalement de casser tous les biais qu'on peut avoir sur le handicap. Encourager les collaborateurs qui sont en droit d'avoir ce statut et qui ne le savent pas forcément, qui peuvent l'obtenir et que ça n'aura aucun impact négatif sur leur carrière. Les collaborateurs, mais même leur manager ou même la RH n'a pas besoin de connaître le handicap qu'ils peuvent avoir, mais simplement les conséquences que cela peut avoir sur son travail. Et donc, en communiquant beaucoup plus sur tous ces aspects, on a réussi à convaincre plus de 6 personnes, il y a une 7e qui est en train de déposer son dossier, de passer le cap et de demander cette RQTH pour leur simplifier finalement simplement le travail chez Colgate-Palmolive. Merci beaucoup, merci Caroline Bruckner et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat avec un duo d'entrepreneurs pour la planète.